On a enfin vu le deuxième volet de Kaamelott au cinéma. Alors, est-ce que c'est mieux ou pire que le premier film sorti en 2021? Réponse tout de suite. Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on va parler de Kaamelott, deuxième volet, première partie, le film réalisé par Alexandre Astier qu'on peut aussi appeler Kaamelott 2, Kaamelott 2,5 ou Kaamelott 3-1. C'est peu dire qu'on l'a attendu puisque le premier film est sorti il y a déjà plus de 4 ans, en juillet 2021. Mais bon, on a l'habitude, si les fans de Kaamelott devaient faire un vœu, comme les chevaliers de la table ronde, ce serait clairement celui de patience. Le premier long métrage était une arlésienne du cinéma français. On l'a attendu pendant plus de 12 ans alors qu'une trilogie de long métrage a été annoncé dès 2006. Alexandre Astier a même reconfirmé en 2009, après le dernier épisode du livre 6, que la suite prendrait effectivement la forme d'une trilogie sur grand écran. Et c'est bien là toute la subtilité, parce qu'on parle pas de téléfilm produit par M6. Passer de la télévision au cinéma, et d'environ 2 millions d'euros par livre à un budget proche des 15 millions d'euros, ça a nécessité pas mal de négociations et donc de temps, encore plus avec la pandémie qui s'en est mêlée. Et puis Alexandre Astier a évidemment travaillé depuis sur d'autres projets comme David et Madame Hansen, ses films d'animation Astérix ou la pièce L'Exoconférence, qui a d'ailleurs été mise en scène par Jean-Christophe Humbert alias Caradoc. D'où le fait qu'on s'attendait plus à un bon plat mijoté qu'à un plat réchauffé tout juste assaisonné. Après, il y a ceux qui ont essayé de l'aimer malgré ses défauts, comme des parents en plein déni, trop heureux de retrouver leur chérubin pour remarquer qu'il a de la morvonnée. Oui. Je sais de quoi je parle, j'en fais partie. On pouvait avoir une certaine indulgence sur quelques points, à commencer par le scénario morcelé. C'était finalement à l'image du royaume de l'ogre tel qu'Astier et Arthur l'avaient laissé en 2009, c'est-à-dire sans dessus-dessous, sans repère ni avenir certain. Les personnages étaient éparpillés un peu partout, donc il fallait prendre le temps de réunir les anciens, d'introduire les nouveaux et de reprendre le pouvoir pour reformer la table ronde. C'était une grande réintroduction où le but était surtout de tout remettre à plat avant de reprendre les armes. C'est en tout cas comme ça que je le justifie. L'excuse est arrangeante, j'en conviens, et ce serait beaucoup trop facile de la ressortir pour cette suite qui, malheureusement, reprend tous les défauts du premier film et pas forcément ses quelques qualités. Vous l'aurez donc compris, je n'ai pas aimé ce deuxième volet de Kaamelott alors que je voulais vraiment y croire. Par contre, je maintiens qu'on peut et même qu'on doit saluer l'ambition du projet, du moins ce qu'il est sur le papier. Rappelons quand même que la marque Kaamelott fait pleinement partie de la culture populaire française. Qu'on l'aime ou pas, on doit reconnaître qu'elle n'a pas d'équivalent, surtout avec ce deuxième volet qui a été coupé en 2 parties, 2 longs métrages distincts qui ont été tournés coup sur coup et sortiront à 1 an d'intervalle, comme certains blockbusters américains. Et puis là, on parle d'un budget de carrément 19 millions d'euros, ce qui en fait un des films français les plus chers de l'année. Et quand on se rappelle que l'Empire du Milieu avait coûté plus de 60 millions d'euros, oui, tout est relatif. En plus du budget, le tournage a été massif avec près de 100 jours de prise de vue étalés sur 8 mois, en France et à l'étranger, notamment en Islande et à Malte, et aussi plus d'effets spéciaux vu que le film mise un peu plus sur la magie et le fantastique que le précédent. Il y a eu en tout 78 acteurs à gérer selon Alexandre Astier, qui a fini le tournage sur les rotules, d'après ce qu'il a pu raconter dans les médias. Et c'est peut-être juste ça le problème en fait. On dirait bien qu'Alexandre Astier, qui est réalisateur, scénariste, producteur et compositeur des films, s'est laissé dépasser par sa création, comme Arthur s'est laissé dépasser par son rôle de roi quelque part. Conséquence, le film manque d'équilibre. Tout est trop ou pas assez, à commencer par le trop-plein de personnages. Il y en avait déjà énormément dans le précédent, mais pour acter le renouveau de l'univers, ça paraissait logique de voir débarquer de nouvelles têtes. Il fallait bien montrer que tout n'était pas resté figé pendant plus de 10 ans. Après, honnêtement, je suis allée me rafraîchir la mémoire sur Wikipédia avant ma séance parce que le premier film était un peu lointain dans ma mémoire. Et même avec ça, pour certains personnages, je me demandais quand même s'ils avaient déjà été introduits ou non. Le petit Trevor là, par exemple, j'ai mis un temps fou à le remettre tellement l'acteur a grandi entre les 2 films. Pire encore, comme si tout le monde ne se battait pas déjà assez pour exister à l'écran, le scénario trouve encore le moyen d'amener d'autres recrues, comme les personnages de Thomas VBD, Daniel Mesguich ou Haroun. Le plus triste, c'est que pour le coup, ils s'inscrivent naturellement dans l'univers et l'imaginaire de Kaamelott, mais pas dans le scénario précisément. Il y a aussi les personnages récents qui fonctionnent toujours bien, comme ceux de Clovis Cornillac ou Guillaume Gallienne, qui n'ont plus tellement approuvé leur talent. Et aussi des vieilles dynamiques qu'on prend plaisir à retrouver, comme par exemple Merlin et Elias, qui se prennent toujours autant le bec. Il y a même plusieurs éléments qui fonctionnent indépendamment, mais dès qu'il s'agit de relier le tout, les coutures sont trop visibles et c'est le rythme qui en pâtit puisque la narration s'en mêle, passe son temps à passer d'un groupe à un autre,
à couper des actions pour voir ce qui se passe de l'autre côté du royaume de l'ogre. On a donc encore un scénario fragmenté qui a du mal à jongler avec tous ces éléments. Ces allers-retours forcés sont pénibles parce que même si techniquement des choses se passent, ça donne un sentiment d'inertie frustrant à ce stade. Donc de toute façon, on quitte encore la salle avec une histoire incomplète et ce sentiment d'inachevé. Alors je veux bien qu'on nous laisse sur un gros cliffhanger, un hiatus qui rebat les cartes et laisse pantois, comme Matrix 2 ou Avengers Infinity War, toute proportion bien gardée. Mais là, le film ouvre des portes sans refermer les autres. Exactement comme la promesse d'aventure qui n'est pas tenue. L'aventure, dans le film, c'est un concept, mais ça va pas plus loin. Et c'est pas les paysages dépaysants qui donnent un souffle aventureux ou que sais-je au récit. Le petit groupe avec Ariane et Jeanne Astier, Thomas Néré et Hugo Le Mans, mais pitié, c'est déjà pas facile de s'intéresser à eux parce qu'ils parasitent en quelque sorte l'histoire. Et on sait qu'ils sont en aventure, mais elle n'est pas palpable, on peut pas la ressentir, il n'y a rien d'aventureux, d'épique, d'homérique, au contraire, puisqu'il s'agit surtout de tourner ses quêtes au ridicule, de montrer ce qu'il y a de moins noble et de plus puéril. Parce que c'est ça l'esprit de Kaamelott. Donc peut-être qu'il faut juste se faire à l'idée que Kaamelott ne fonctionne pas sur un format aussi long, ce qu'on sentait déjà venir avec les derniers épisodes plus étendus du dernier livre. Ça fonctionnait bien sous la forme de pastilles, avec une narration forcément épisodique et une toile de fond qui pouvait se permettre de se déplier très progressivement, cachée derrière les vannes et les situations absurdes. Mais là on n'a pas 18 heures devant nous en fait, suffit les conneries. Est-ce que tu aurais l'obligeance, sans vouloir te commander, de bien vouloir te manier le cul? Faut passer la seconde, retrouver Lancelot, lui régler son compte, se rasseoir sur le trône et s'abonner à écran large. Et pas question de mettre 10 ans à aller sur le site internet, à cliquer sur le bouton s'abonner et à échanger quelques pièces de monnaie par mois contre de dossiers exclusifs faits par des passionnés pour des passionnés. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Bon. On a d'ailleurs récemment fait un dossier sur Kaamelott qui n'attend que d'être lu. On peut même aller plus loin. La simplicité de la réalisation de la série, statique avec du chant contre chant majoritairement, ça permettait une certaine théâtralité des personnages et des acteurs qui déclament leurs répliques comme s'ils étaient sur scène face à un public. Ça permettait de mettre le jeu et les dialogues au premier plan, alors que là, on s'inscrit dans un cadre cinématographique, donc avec une caméra plus mobile, différents angles de prise de vue, une photographie, des décors plus vastes et des dialogues étendus. Forcément, il a fallu s'adapter, mais sans totalement renier ce qu'était Kaamelott à l'origine. C'est louable, mais le résultat manque d'harmonie entre la vanne débile du personnage débile qui fait souffler du nez et les moments plus posés et dramatiques censés faire avancer l'histoire. Je pense que le pire, c'est quand les deux facettes tentent de coexister dans une même scène et se neutralisent l'un l'autre. Je pense surtout aux scènes dans l'espèce de grange où a été mise la nouvelle table ronde. Au-delà de l'histoire incomplète et des sous-intrigues qui se multiplient comme des gremlins, l'intrigue principale autour d'Arthur et Lancelot, elle avance pas non plus. La situation depuis la fin de la série n'a pas changé. On a quitté Arthur dépressif, Lancelot frustré et les dieux en colère, et on retrouve Arthur toujours dépressif, Lancelot toujours frustré et les dieux toujours en colère. Mais ça fait 2 films! Donc Arthur glandouille en pyjama, ce qui pour une fois donne une bonne raison à Dame Célie de lui en foutre plein la tronche, mais même là le but c'est pas d'en faire un personnage détestable ou parfaitement irritable, ce qui aurait été une évolution intéressante, et cette indolence du protagoniste ressemblerait plus à un choix qu'à une indécision. Mais bon, il garde quand même le beau rôle avec une certaine sagesse derrière l'abandon, comme avec son monologue interminable sur le sens de la valeur de l'aventure. Mais encore pire que le surplace, c'est la marche arrière. L'exemple le plus parlant, c'est Excalibur, même si je ne développerai pas plus pour ne pas vous spoiler. Vous verrez pendant le film, mais au fond, il y a une certaine logique. Alexandre Astier ne sait a priori pas quoi faire d'Arthur, donc Arthur ne sait a priori pas quoi faire d'Excalibur. Démerdez-vous. Astier tourne en rond ou donne l'impression que c'est le cas, donc Arthur et les films aussi. Mais c'est presque comme si Alexandre Astier rechignait à mettre fin à son histoire, qu'il empruntait en fait la narration de Perceval, faite de digressions, d'approximations et de détails inutiles. Donc comme pour le premier film, il faut attendre les 10-15 dernières minutes pour que l'histoire passe enfin la seconde et que des événements concrets pour la suite se déroulent. On n'est pas sorti du sable! Bon, au moins le prochain film ne pourra pas retarder l'échéance plus que ça, il sera obligé d'y aller. Au début de cette vidéo, je disais que le film aggravait les défauts du premier film et gommait ses qualités. Et en parlant de qualité, je pensais surtout au personnage de Guenièvre, joué par Anne Giroir, et à sa relation avec Arthur. Bon, non seulement leur retrouvaille était touchante, et rappelait celle de la série après qu'elle a été capturée par Lancelot, mais c'était surtout une belle réhabilitation du personnage. Donc déjà, c'était un des rares personnages féminins attachants de la série avec la Dame du Lac, ou plutôt une des rares qui ne soit pas une réincarnation de l'enfer sur Terre comme Dame Célie ou Dame Évanouie. En même temps, les femmes n'étaient pas les plus soignées ou les plus considérées dans la série originale. Dans ce film-là, passé une petite mésaventure que je ne spoilerai pas non plus, Guenièvre sert surtout à remâcher certains gags qu'on pensait avoir dépassés depuis. Je pense en particulier à sa virginité,
féminité et à sa méconnaissance sur la sexualité. Alors certes, Arthur ne la mérite toujours pas et il s'en rend de plus en plus compte, mais là en fait elle fait juste de la figuration. C'est dommage et j'espère vraiment qu'elle aura plus de place dans la suite. Enfin, il y a un dernier point à aborder, peut-être même celui qui vous intéresse le plus. J'ai nommé Perceval. Vous le savez certainement, vu que toute la presse française en a parlé, Franck Pichot, l'acteur qui joue Perceval, n'a pas voulu revenir dans cette suite, d'après Alexandre Astier, qui teasait quand même une présence plus ou moins détournée du Chevalier de Galles. Les plus optimistes d'entre nous pensaient peut-être à une métamorphose du personnage après un sort foiré de Merlin, ou n'importe quel lapin sorti du chapeau pour justifier ça. En réalité, oui, le personnage ne disparaît pas complètement, sa candeur et son phrasé non plus, mais ne vous attendez pas à quelque chose de fifou, de surprenant, vous seriez déçus. Maintenant, Alexandre Astier a dit qu'il avait fallu réécrire en fonction de cette absence, mais on les voit très bien les arrangements et je pense pas que la présence de Perceval aurait changé quoi que ce soit au problème de ton et de rythme. Et puis il y a quelques jours, Franck Pichot s'est enfin exprimé de manière assez cryptique et à en croire ce qu'il dit sur Instagram, ce serait apparemment bien des différents créatifs qui auraient mis de l'eau dans le Graal. Faisons tout de même un petit tour des qualités, parce que le film n'est pas un asylum non plus. Il y a de beaux décors, surtout les ruines de Camelot. Il y a aussi toujours des dialogues savoureux, des répliques super drôles que j'ai envie de rebalancer dans l'instant, des situations qui n'ont ni queue ni tête, mais malheureusement de bonnes scènes ne font pas obligatoirement un bon film, et celui-là nous le rappelle. Peut-être qu'après le troisième film, tout aura un sens et les choix qu'on a du mal à comprendre maintenant se révéleront au contraire très pertinents. Toujours est-il qu'en l'état, Camelot 2 est un puzzle où il manque trop de pièces pour deviner le dessin. Évidemment, allez vous faire votre propre avis, on ne le répétera jamais assez. Et maintenant qu'on s'est bien désespéré sur Camelot, je vous propose de vous désespérer sur Tron Ares, dont Geoffrey a fait la critique et qui est actuellement en salle. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'ici, et je vous dis à très bientôt.